Bonsoir à tous, une nouvelle édition spéciale du 19h de Public Sénat, ce soir consacrée bien sûr aux événements de Toulouse et à leur évolution. Il s'appelle donc Mohamed Merah, le tueur présumé au scooter, se revendiquant d'Al-Qaïda, est toujours assiégé ce soir par les hommes du raid. Il évoque sa reddition en fin de soirée. Ce jeune homme de 23 ans s'apprêtait à tuer un soldat de plus ce matin même et deux policiers qu'il avait identifiés dans les jours qui viennent. Il voulait, selon sa formule, mettre la République à genoux, mais elle n'a pas cédé, a déclaré un peu plus tard dans la journée Nicolas Sarkozy, qui appelle au rassemblement. François Hollande, présent à Montauban, comme plusieurs candidats, à l'hommage aux parachutistes, célèbre également dans une déclaration la République rassemblée, mais le ton monte dangereusement ce soir entre l'UMP et le Parti socialiste, alors que Marine Le Pen a tenté très tôt ce matin de rebondir politiquement, bien sûr, sur l'implication d'un islamiste. Une édition spéciale ce soir sur Public Sénat avec nos invités Charles Pasqua, la socialiste Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, des spécialistes, également des représentants des différents cultes réunis ce soir sur notre plateau face au danger de l'amalgame. Mohamed Merah reste donc retranché depuis 3 heures ce matin dans un appartement du rez-de-chaussée d'un immeuble d'un quartier résidentiel de Toulouse. L'objectif est sa capture vivant. Marie Brémaud. 16 heures après le début de l'intervention, l'ennemi public numéro 1 est toujours retranché dans ce petit immeuble de Toulouse. Il envisagerait de se rendre dans la soirée. Mais pour l'heure, encerclé par les membres du RAID, les négociations n'ont pas abouti. Les multiples tentatives d'assaut non plus. Il y aura par la suite plusieurs tentatives du RAID d'entrer sur les lieux qui chaque fois entraîneront des tirs de réplique de la part d'Abdelkader Merah. 2 membres du RAID ont d'ailleurs été blessés par le jeune intégriste de 23 ans, déterminé à tuer puisqu'il avait prévu d'abattre 2 policiers dans les jours à venir et un militaire aujourd'hui même. Mais la police judiciaire a pu l'identifier avant qu'il ne passe à nouveau à l'acte grâce à plusieurs indices. Le témoignage décisif d'un concessionnaire Yamaha au sujet du scooter du tueur. L'adresse électronique de l'ordinateur utilisé pour entrer en contact avec l'un des militaires assassinés. Les écoutes de la famille Merah ont confirmé les suspicions et conduit à Mohamed et son frère Abdelkader. Mohamed, déjà connu des services de police, est surveillé depuis ses séjours au Pakistan et en Afghanistan. Mais visiblement, le djihadiste a réussi à passer entre les mailles du filet policier. Connu à la fois comme délinquant et djihadiste, donc Mohamed Merah était l'objet d'une vigilance particulière. Depuis quelque temps, il a basculé dans la radicalité, en fait, lors de 2 séjours dans les zones tribales au Pakistan et en Afghanistan. Son portrait par Joachim Robb. L'horreur n'a pas de visage, seulement un nom. Mohamed Merah, un Français de 23 ans d'origine algérienne, petit délinquant devenu terroriste implacable. Il était déjà connu des services de police pour une quinzaine de délits commis depuis 2004, certains avec violence. Mais au contact d'un groupe de musulmans salafistes à Toulouse, Mohamed Merah se radicalise. Il quitte la France et s'engage dans le djihad. Il aurait séjourné en 2010 comme en 2011, aussi bien au Pakistan qu'en Afghanistan. De retour en France, Mohamed Merah est placé sous surveillance par le contre-terrorisme. Mais le jeune homme fait profil bas et travaille comme carrossier. D'après les renseignements qui nous ont été communiqués, quelqu'un donc on ne peut pas rattacher à une organisation structurée connue. C'est quelqu'un qui ne se manifeste plus à l'attention, contrairement à sa période délinquante de droit commun en commettant de nouvelles infractions. Et c'est quelqu'un qui visiblement a un parcours assez solitaire. Dans son quartier des Izards, à Toulouse, les voisins et amis de Mohamed ne réalisent pas qu'il a basculé dans l'extrémisme. C'est quelqu'un de généreux, calme, très gentil. Voilà, même tout le monde est choqué, tout le monde est sous le choc. Il n'y avait pas un moment où on pouvait se dire, lui, est-ce qu'il est capable de faire ça? Un homme solitaire et discret qui, en secret, préparait un bain de sang. Comme ils ne sont pas reliés à une cellule ou à un groupe, ils sont beaucoup plus difficilement détectables et leur processus de radicalisation est encore plus implacable parce qu'il ne répond plus au moindre principe de réalité. Mohamed Merah n'a d'ailleurs exprimé aucun remords et regrette seulement de n'avoir pas fait plus de victimes. Avec nous, Charles Pasqua, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, vous êtes là pour la première partie de cette émission, j'ai envie de dire un peu technique, consacrée aux questions de terrorisme que vous connaissez bien. D'abord, l'assaut éclair, manifestement, n'a pas été possible aujourd'hui à Toulouse. Est-ce que le tueur peut ainsi annoncer lui-même sa reddition et la reporter d'heure en heure? Vous savez,
il n'y a pas de règle dans tout cela. Le raid s'adapte. Et tout dépend aussi des instructions qu'il a reçues. Manifestement, il s'agit d'abord de le prendre vivant de façon à le déférer devant la justice. Ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est que la vigilance en France doit se maintenir. Nous ne devons pas lever le pied. De mon temps, il y avait une surveillance permanente des mosquées, des milieux les plus sensibles, etc. Je crois d'ailleurs qu'elle existe toujours. Mais pas suffisamment. Vous nous dites qu'on aurait peut-être pu l'intercepter plus tôt puisqu'il était surveillé et identifié, nous dit-on. Oui. La question que l'on doit se poser, elle est aussi d'une autre nature. Il y a les gens qui se préparent pour faire telle ou telle action, mais dans ce pays, ce qu'il faut surveiller également, c'est le commerce des armes ou le trafic des armes. Comment des gens de cet individu et de cet acabit peuvent-ils avoir des pistolets mitrailleurs, etc., etc. D'autre part, il faut bien noter que les risques vont devenir, dans une certaine mesure, plus importants pour la France, dans la mesure où il y a cette atmosphère de troubles et de tensions dans l'arc méditerranéen. Vous parlez de la surveillance accrue de certains lieux de culte, Charles Pasqua. Est-ce qu'on peut dire qu'un individu comme Mohamed Merah peut basculer dans la radicalité dans les mosquées? Parce que lui, il est passé par l'étranger. Non, la surveillance des lieux de culte, c'est autre chose. C'est destiné à surveiller qu'il n'y ait pas de prêche poussant les gens à s'engager dans le djihad, etc. Pour le reste, il y a toute une mouvance de gens, et c'était le rôle de la DST, maintenant et des renseignements généraux, maintenant c'est le rôle de la DCRI. Il y a tout un tas de gens qui sont déjà identifiés comme pouvant effectivement devenir des éléments dangereux. Et on ne peut pas les empêcher de nuire, ceux-là. Alors on les connaît, mais ils sont dans la nature, en liberté. Et parfois, comme ça s'est passé là, ils passent à l'acte. Oui, mais tant qu'ils ne commettent pas un délit, on ne peut pas les interpeller. Et sous quel prétexte et en fonction de quel texte pourrait-on le faire? Probablement faudrait-il revoir notre législation. Merci Charles Pasqua. On va reprendre le débat dans un instant avec nos autres invités, je vous le disais, notamment sous l'angle religieux et politique, évidemment, également. En Israël, oui. Puis-je ajouter un mot? Un mot. Simplement, en ce qui concerne leur aide, ce sont des gens particulièrement compétents et il faut leur fiche la paix et les laisser faire, ne pas avoir de pression sur eux. Ils savent à quel moment, éventuellement, ils doivent intervenir. Et donc, laissons-les faire leur travail. Autre image forte du jour, je vous le disais, en Israël, les 4 victimes de la tuerie de lundi ont été enterrées aujourd'hui. Les funérailles se sont déroulées dans le plus grand cimetière de Jérusalem, en présence d'au moins 2000 personnes, et d'Alain Juppé, qui a affirmé l'antisémitisme est pour nous insupportable. Un autre moment de recueillement aujourd'hui lors des obsèques du jeune caporal Abel Chenouf dans la cathédrale de Montauban, ville où une cérémonie d'hommage pour les 3 parachutistes abattus a été présidée par Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, qui avait commencé la journée en réunissant à l'Élysée les représentants des communautés juives et musulmanes. Elisa Bertholomé. La France unie, rassemblée contre le terrorisme. C'est ce message que Nicolas Sarkozy a voulu faire passer pendant sa journée marathon. D'abord ce matin, en recevant les représentants des communautés juives et musulmanes à l'Élysée. Nous devons être rassemblés. Nous ne devons céder ni à l'amalgame, ni à la vengeance. Face à un tel événement, la France ne peut être grande que dans l'unité nationale. Nous le devons aux victimes froidement assassinées. L'unité nationale, Nicolas Sarkozy a continué à la mettre en avant à Toulouse. Le président a rencontré les policiers au contact avec le tueur présumé.
Puis Nicolas Sarkozy s'est rendu à Montauban, présider les funérailles des 3 militaires tués. Après un long hommage rendu aux victimes, il a voulu rassurer, encore. La République n'a pas cédé, la République n'a pas reculé, la République n'a pas faibli. La République a fait son devoir et sa justice demain fera le sien. Ces crimes ne demeureront pas impunis. Le président de la République était aujourd'hui sur tous les fronts, comme un candidat. Ensuite, Nicolas Sarkozy, à la fin de cette cérémonie d'hommage à Montauban, a salué les candidats à la présidentielle présents, François Bayrou, Nicolas Dupont-Aignan, Eva Joly, qui a exprimé sa solidarité avec l'armée, Marine Le Pen et François Hollande. L'équipe du candidat socialiste dénonce ce soir des dérapages indignes de l'UMP après que plusieurs ténors du parti majoritaire ont accusé François Hollande d'instrumentaliser la situation. C'est le cas notamment dans un communiqué de Valérie Rousseau-de déléguée générale adjointe de l'UMP, qui s'en prend, je cite, à François Hollande et Marine Le Pen pour donc une tentative d'instrumentalisation. Le candidat socialiste a pourtant expliqué aujourd'hui que la République s'honore lorsqu'elle est attaquée à être rassemblée dans la lutte contre la barbarie, l'ignominie et le terrorisme. Discours d'une toute autre nature de Marine Le Pen qui, dès ce matin, a ouvertement exploité une occasion de rebondir politiquement. Jérôme Rabier. Très tôt ce matin, la trêve politique s'est rompue et la campagne a repris ses droits. Et c'est Marine Le Pen qui dégaine la première, pointant d'éventuels manquements des services de renseignement. Je crois que le risque fondamentaliste a été sous-estimé dans notre pays. Que des groupes politico-religieux se développent face à un certain laxisme, il faut bien le dire. S'ensuit un communiqué rageur du Front National intitulé « Aux salauds ». Le Front de gauche et François Bayrou y sont accusés d'avoir instrumentalisé la situation contre le Front National. Le président du MoDem réplique : l'extrême droite cherche à surfer sur la situation. On n'a pas le droit de laisser dériver le débat politique vers ce type de mise en cause et d'affrontement. Un vœu pieux alors que la polémique est lancée. Jean-Luc Mélenchon, qui refuse d'interrompre sa campagne, répond à l'attaque qui lui est lancée. Je laisse le goût de la mêlée confuse et des propos fielleux à Madame Le Pen qui, les morts n'étant même pas enterrés, recommence sa petite musique de haine, adressée les uns contre les autres et à injurier. L'unité nationale, un temps évoquée, a bel et bien volé en éclats. Le drame de Toulouse et Montauban s'inscrit désormais au cœur de la campagne présidentielle. Et sur ce plateau, donc Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise. À vos côtés, Hédar Demirurek, vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Avec nous également le rabbin de la communauté de l'Est parisien, Yeshaya d'Alsace, et Charles Pasqua est toujours avec nous. On sait que le tueur de Toulouse a donc cessé d'agir, c'est un soulagement. Mais est-ce que vous êtes rassuré sur la situation créée dans le pays, monsieur Demirurek ? Non, nous ne sommes pas rassurés, puisque toute cette affaire a provoqué énormément d'émotions. Et ces émotions, il ne faudrait pas qu'elles donnent lieu à des débordements et qu'elles fassent l'objet aussi d'amalgames, de stigmatisation envers la communauté musulmane. Cet individu qui a agi seul ne peut parler au nom de l'islam. Il salit notre religion. Il se présente évidemment dans ce qu'il a dit, ce que l'on peut savoir jusqu'à présent, comme un véritable musulman. Les autres sont des impies. Oui, c'est ce qu'il prétend, mais il ne connaît pas la religion musulmane, puisque la religion musulmane interdit l'assassinat, le meurtre d'enfants, même en cas de guerre totale. C'est totalement inadmissible d'entendre des personnes qui prétendent représenter notre religion. Comment donc, par ailleurs, contrecarrer son discours et qu'il dit tenir au nom d'Al-Qaïda, un discours qui vise à présenter la France comme une ennemie de l'islam? Bien, écoutez, c'est votre rôle. Exactement. Et d'ailleurs, les messages de rassemblement qui ont été diffusés durant toute la journée par les différentes autorités religieuses et les différents acteurs politiques nous amènent encore une fois à être solidaires l'un envers l'autre, les uns envers les autres, autour de la communauté nationale. Monsieur le rabbin, est-ce que vous exprimez, vous, ce soir, des craintes d'une autre nature? Peut-être d'abord celle de nouvelles attaques antisémites?
Nouvelles attaques, toujours possibles, bien évidemment. Encore une fois, c'est pas la première attaque en France, c'est la première de cette gravité, mais c'est pas la première. Nous avons attaqué assez régulièrement. Je crois que la question qui se pose derrière le risque de l'amalgame, il faut faire très attention. Mais il y a quand même une question, qui est la question de l'extrémisme religieux. D'accord ? Toutes les religions ont leurs extrémistes. Les extrémistes ne reconnaissent pas les plus modérés rejettent les extrémistes. Je crois que la question de la légitimité n'est pas là. La question est de savoir comment on peut faire pour lutter contre l'extrémisme et l'isoler au maximum. On ne peut pas l'enlever complètement, mais en tout cas essayer d'isoler. Là, je crois que la balle est dans le camp de la communauté musulmane plus modérée, d'essayer de faire en sorte que le message... tous les deux sur ce même thème, vous êtes réunis. Je crois qu'on est tout à fait d'accord, mais d'arriver à faire en sorte que le discours radical soit marginalisé au maximum. Charles Pasqua évoquait les prêches enflammées que l'on peut entendre dans certaines mosquées. Que l'on peut entendre. Autrefois. Il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Aujourd'hui, je crois que c'est moins courant. Moins courant. Mais vous dites une vigilance accrue s'impose. Oui, elle s'impose d'autant plus qu'il y a une situation de trouble dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Moi, je suis content d'entendre M. Pasqua dire que la situation s'est améliorée. Je dois dire que des prêches appelant au djihad, à la violence, sont quasiment inexistants. Et ce n'est pas le fait de prêches d'imams ou de responsables religieux qui appelleraient à la violence, mais ce sont des individus, des parcours personnels, individuels, qui poussent. Bon, il faudrait certainement faire une étude. Il faut s'interroger sur ces parcours. Pourquoi un jeune, sans doute frustré, issu dans un quartier, peut basculer dans cette radicalité? Vous avez des éléments de réponse les uns et les autres. Ne pas, en tout cas, aller faire un raccourci et montrer du doigt une communauté et la stigmatiser. D'accord. Laurence Rossignol, sur ces questions, d'abord. Écoutez, moi, je n'ai pas de compétences pour prédire ce qui peut se passer ou non dans notre pays demain. Ma seule compétence, elle est d'aider les Français, tous nos concitoyens, à se dresser contre le terrorisme et contre l'intégrisme et contre la haine. Cet homme a infligé une immense souffrance à la France, à la République, à la communauté juive, à la communauté musulmane et même aux Palestiniens, puisque j'invite tout le monde à prendre connaissance de la belle déclaration du président de l'autorité palestinienne qui invite les terroristes à ne pas mêler les enfants palestiniens à leurs crimes. Cette souffrance, elle est partagée par nous tous, et c'est nous tous qui devons maintenant conserver le temps de recueillement et puis conserver aussi les valeurs de la République. Parce que je voudrais peut-être citer à cet instant les propos du maire d'Oslo, qui, au lendemain de la tuerie en Norvège, avait dit « Nous allons punir le coupable avec plus de générosité, plus de tolérance et plus de démocratie ». Et je pense qu'il ne faut pas oublier ces très belles paroles qui ont été prononcées il y a peu de temps. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ce soir à Marine Le Pen qui estime que le risque fondamentaliste avait été sous-estimé dans notre pays et elle estime avoir eu raison avant tout le monde? Laurence Rossignol. Non mais, on a suspendu la campagne pendant 48 heures. C'était très facile de la suspendre hier. C'est maintenant qu'il va falloir vraiment se montrer digne et à la hauteur des événements. Et Marine Le Pen, bien entendu, qui ne respecte rien, ni aucune parole, ni aucun moment, a déjà renfourché son cheval. Je n'ai aucune envie de polémiquer ce soir autour de cette table par écran interposé avec Marine Le Pen. Monsieur Démir-Ruet, quand elle dit elle-même, la présidente du Front National, qu'elle ne fait aucun amalgame entre les musulmans et les fondamentalistes, vous la croyez? Vous pensez que son discours contient néanmoins des dangers? Je ne voudrais surtout pas que les événements fassent l'objet d'une exploitation politique. Et à travers ce discours, on voit bien que Mme Le Pen essaie de récupérer cette tragédie pour s'attirer les voix de personnes qui n'auraient pas compris que ce n'est pas une communauté qui est derrière ces actes, c'est un individu, un terroriste qui a sauvagement assassiné des enfants, des militaires.
il ne faut pas exploiter politiquement cette affaire, je pense. Charles Pasqua, comment est-ce que vous jugez, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, comment jugez-vous l'action du président de la République, j'ajoute du président candidat au cours de ces derniers jours? Moi, je ne veux pas porter de jugement sur le président candidat, ou plutôt sur le candidat. C'est son problème. En qualité de président en exercice, de chef de l'État, il a assumé les responsabilités qui devaient être les siennes. Ce à quoi il faut prendre garde, et il est le premier concerné par cela, il faut faire en sorte que rien ne vienne ajouter aux troubles et aux tentatives d'exploitation qui seraient faites. Le maintien des valeurs de la République, c'est capital. D'autre part, moi, ce qui me frappe, c'est que on relève beaucoup de choses au travers des attentats qui ont eu lieu, mais il y en a une qu'on ne relève pas et qui me paraît quand même importante. C'est que parmi les soldats qui ont été tués, il y en a 2 qui sont de confession musulmane. Or, cela s'était engagé sous notre drapeau et pour notre patrie. Et cela devrait nous interpeller aussi parce que c'est en quelque sorte une réponse. Laurence Rossignol, le ton a monté aujourd'hui, je le disais, entre l'UMP et le Parti socialiste. D'abord, que pensez-vous de la posture adoptée par François Hollande, qu'on a beaucoup vu ces derniers jours, évidemment, comme d'autres candidats, notamment à Toulouse, à la mosquée Nazareth, à Paris, aujourd'hui à Montauban. À la synagogue Nazareth à Paris, effectivement, et aujourd'hui donc à Montauban, dans le rôle en quelque sorte d'un président bis. Non mais François Hollande est un homme politique français qui aujourd'hui joue un rôle important et demain peut-être sera le président de la France. Il est resté toujours au cours des 48 dernières heures à la place qui était la sienne et il l'a occupée et il a témoigné par sa présence de l'unité française, de l'unité politique, de l'unité de la République dans cet événement. Et je crois que ce qu'ont fait des porte-flingues, parce que je crois qu'elle ne mérite pas d'autre nom, de l'UMP, qui, dans un double langage, avec un président qui fait l'union nationale et puis des francs-tireurs qui tirent à vue sur le président de la République, sur François Hollande. Pas encore. Et oui, sur François Hollande, sont sortis du cadre, voilà, c'est pas digne, c'est pas bien. Alors qu'a dit exactement Valérie Rousseau-Deborre, puisque c'est elle notamment que vous évoquez, elle a accusé dans un même communiqué Marine Le Pen et François Hollande d'instrumentaliser la situation en disant notamment que la gauche avait refusé de voter toutes les lois sécuritaires du quinquennat. C'était l'argument. Mais elle fait trop d'amalgames dans ce seul communiqué. Un amalgame injustifiable entre François Hollande et Marine Le Pen, et un autre amalgame entre l'insécurité, les lois insécuritaires. La gauche n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Nous avons là un ancien ministre de l'Intérieur, qui n'était pas ministre de l'Intérieur de gauche, et nous avons aussi des ministres de l'Intérieur dont nous sommes très fiers. Voilà, Pierre Joxe a été un grand ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement est un grand ministre de l'Intérieur, et les lois auxquelles fait référence Valérie Rousseau-Deborre, beaucoup d'entre elles ont été proposées par Daniel Vaillant, je le rappelle, qui a fait voter des lois qui ont beaucoup fait discuter en France et qui étaient des lois tout à fait utiles. Donc nous recusons absolument cette histoire selon laquelle Monsieur le rabbin et Charles Pasqua. Moi, je veux dire que personnellement, je suis choqué de voir la classe politique, quelque bord que ce soit, surfer immédiatement sur cet événement qui n'est même pas encore terminé, pour essayer de retirer des marrons du feu, chacun. Je trouve ça choquant. Alors que c'est pas le sujet. Sentiment sur ces que Laurence Rossignol appelle les francs-tireurs. J'ai un peu le même sentiment que monsieur le rabbin. Et que Laurence Rossignol. Oui, que Laurence Rossignol, en partie. Je ne peux pas donner à Laurence Rossignol un satisfecit total. Mais je crois qu'il y a temps pour tout. Et vraiment, il faudrait prendre le temps de laisser les choses s'apaiser et ne pas souffler sur les braises. Mais la campagne, vous savez, le premier tour, c'est dans un mois. Oui, certes, je le sais bien.
Mais ce n'est pas une raison pour oublier l'essentiel. Les valeurs de la République. L'essentiel, ce sont les valeurs de la République et la paix civile. Et il ne faut pas qu'à l'occasion des élections présidentielles, comme de toute autre élection, les propos qui sont tenus aient comme conséquence de pousser les gens les uns contre les autres. Ce n'est pas ce que les Français attendent. Néanmoins, les uns et les autres, est-ce que vous pensez que la campagne présidentielle va changer de nature? Les thématiques vont se déplacer et peut-être revenir sur la sécurité qui était plutôt absente? Je le crains. C'est que nous sommes actuellement, on peut dire, dans une période de deuil. Ces événements sont arrivés en l'espace d'une dizaine de jours. Actuellement, l'assassin, le tueur, à l'heure actuelle, n'est toujours pas capturé. Donc, je crains effectivement que la campagne s'oriente vers cet aspect sécuritaire. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, il y a d'autres programmes qui doivent être à l'ordre du jour. Bien entendu, on doit en parler, on ne peut pas faire non plus l'impasse, mais il ne faudrait pas faire une fixation exclusive sur ce dossier. C'est un risque, Laurence Rossignol? Oui, bien sûr, il y a le risque qui a déjà commencé dès ce matin de déplacer le débat. Mais je pense surtout qu'il va falloir être très apaisant. Nos concitoyens, les communautés qui vivent en France vont avoir besoin de paix entre eux. Et il va falloir baisser d'un ton dans cette campagne. La brutalité verbale, bien sûr, qu'on avait pu observer quand même avant la semaine dernière, va devoir disparaître parce que nous avons besoin d'un pays apaisé et c'est la présidence que souhaite François Hollande et qu'il propose aux Français. Merci à tous d'avoir participé à cette édition. Quelqu'un veut rajouter un mot, Monsieur Pasqua? Bon, je dirais simplement que les gens doivent bien se regarder dans la glace et voir ce qu'ils sont réellement. On ne peut pas se vêtir de la houppelande ou de la peau de l'agneau avec un certain nombre d'attitudes qui sont inacceptables. Merci. Je vous donne encore d'autres titres de l'actualité du jour. Sachez qu'au Mexique, la Cour suprême statue depuis quelques instants maintenant sur le sort de Florence Cassé. La proposition de libération qui a été faite par le juge doit recueillir désormais la majorité. La Française condamnée à 60 ans de prison et qui a toujours clamé son innocence pourrait alors quitter immédiatement le pays par le premier avion. Mais on est dans l'attente de cette décision. Et puis des images enfin de cet attentat à Paris ce matin. Une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade d'Indonésie sans faire de blessés, mais occasionnant d'importants dégâts. Aucun message de revendication n'a été trouvé. Cette même ambassade, située dans le 16e arrondissement de la capitale, avait déjà été visée il y a 8 ans. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal, une nouvelle édition sur Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir et à demain. Je suis heureux de venir m'entretenir avec vous, téléspectateurs de France, après une si longue absence. Originaire de Guyane, élu du Lot, Gaston Monnerville a présidé le Sénat de 1959 à 1968. Un itinéraire exceptionnel pour ce petit-fils d'esclave et grand défenseur des droits de l'homme. C'est un homme qui a des principes, mais il ne se contente pas de parler. Il décide de se défendre, de défendre ses idées, les armes à la main. Il devait être président de la République. Il ne l'a pas été parce qu'il était métis et petit-fils d'esclave. Gaston Monnerville, la mémoire retrouvée, samedi à 22h sur Public Sénat.